Bonjour à vous. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette seconde vidéo sur le thème du zodiaque sidéral et de l'astrologie sidérale plus largement. J'avais fait la première interview avec Patrice Bourriche. Je pensais pouvoir enregistrer dans la lancée une deuxième vidéo avec Patrick Anselem tel que je l'avais annoncé. Mais Mercure, dans sa rétrogradation, nous a fait plein de petites surprises, d'annulations, de reports. Donc finalement, aujourd'hui, je fais cette deuxième vidéo avec Jana Bogilova. Et la technique nous a fait une petite surprise parce que après avoir enregistré la vidéo, eh bien, il s'avère que le son s'est bien enregistré, mais que l'image est noire. On aurait pu imaginer refaire l'enregistrement, mais ça aurait été bien dommage parce que ce qui s'est passé là avec Jana est juste fabuleux et passionnant, comme vous pourrez le découvrir. Mais ce sera juste un podcast avec une image figée, malheureusement. J'ai pas tout compris sur ce qui s'était passé au niveau technique. Jana me précisait que effectivement Mercure est repassé direct depuis hier 17 décembre, mais il n'est pas encore sorti de sa boucle de rétrogradation et aujourd'hui il y a une éclipse de Mars. Serait-ce Mars qui nous fait un coup de Trafalgar? Donc, je suis désolée de tout cela, mais on fait avec la réalité. Vous écouterez donc cette émission sous forme de podcast et je vous souhaite un très bon moment en compagnie de Jana Bogilova. Bonjour Jana. Bonjour Marie. Je t'ai découverte il y a à peu près 2-3 ans de ça, tu nous préciseras après, à travers ta chaîne YouTube qui est consacrée à l'astrologie sidérale. Tu es d'origine bulgare, tu as vécu, je crois, 25 ans en France et puis là, tu es retourné en Bulgarie. Et c'est de Bulgarie que tu fais cette émission aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la parole, présenter un petit peu ton parcours, comment es-tu rentré dans l'astrologie, et puis ton cheminement et ce qui t'a fait rencontrer l'astrologie sidérale, en fait. Oui, merci Marie. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Merci aussi à tous les spectateurs qui sont là de s'intéresser à ce sujet. Alors, pour commencer, oui, je crois que j'ai étudié l'astrologie toute ma vie. Je ne pourrais pas te dire quand j'ai commencé vraiment. Peut-être le premier livre que j'ai acheté, c'était aux alentours de mes 20 ans. Et j'ai en effet commencé à étudier avec un professeur qui m'enseignait l'astrologie tropicale, moderne, holistique, jungienne. C'était un professeur qui avait fait ses études avec Liz Green à Londres dans son école. Liz Green est très connue. C'est vraiment dans l'astrologie psychologique et jungienne, elle est vraiment une référence. Et donc, mon professeur, qui s'appelait Raphaël Ibanez, m'a transmis l'amour de l'astrologie moderne. Malheureusement, il est décédé, mon cher professeur, il y a quelques années. Mais avant de décéder, il m'avait dit quelque chose de très, très intéressant. Il m'avait dit, écoute, tu peux étudier tout ce que tu veux en astrologie, les astéroïdes, tous les aspects possibles et imaginables, toute la complexité de l'astrologie, mais tant que tu n'auras pas saisi vraiment les signes astrologiques et la position des planètes par signe dans le zodiaque, c'est pas la peine de te compliquer la vie, va à l'essentiel, tu as déjà assez à faire comme ça. Et donc j'ai passé 17 ans à essayer de saisir les positions des planètes par signe. 17 ans. J'ai pratiqué, j'ai pratiqué l'astrologie tropicale pendant 17 ans et quand mon prof est parti, j'ai décidé malgré tout de transmettre ce que j'avais appris et j'ai commencé à donner des petits ateliers astrologiques avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc.
Donc, je faisais toujours ces ateliers dans le zodiaque tropical. Jusqu'au beau jour où tout simplement par hasard, sur Facebook, je suis tombée sur une pub, sur une publicité de quelqu'un qui pratiquait cette astrologie sidérale et qui donnait des cours, etc., etc. Donc, j'ai ouvert le logiciel, j'ai mis mes données dans le logiciel, j'ai vu mon horoscope en sidéral pour la première fois. Et là, c'était vraiment la révélation. Mm. La révélation. Juste une seconde, Ada. Donc, cette découverte de mon horoscope dans le système sidéral m'a littéralement renversée. Cela m'a bouleversée. Je crois que pendant 2 mois, j'ai très peu dormi. J'ai- J'étais dans un état d'excitation tel que vraiment je pouvais plus trouver une place. C'était très très grave pour moi, puisqu'en fait l'astrologie prenait une place vraiment très importante dans ma vie. J'avais consacré 17 ans à l'étude de plein d'horoscopes. Je m'étais sans doute identifiée à beaucoup de choses que j'avais vues dans mon thème tropical, Mm. qui d'un coup a changé. Mais surtout, je me suis reconnue dedans. Je me suis vraiment reconnue dans ce que j'ai vu. Mm. J'ai aussi, donc, d'une part, j'ai reconnu des choses que je ne voyais pas avant dans mon thème tropical. D'autre part, j'ai compris certaines erreurs des choses qui ne collaient pas avec moi, que étaient censées exister dans mon caractère, dans le tropical, le zodiaque tropical. Mm. Donc, il faut bien que les auditeurs comprennent qu'il y a effectivement un changement total de la position des planètes en fonction que l'on utilise le zodiaque tropical ou le zodiaque sidéral. Il y a quasi 25 degrés de différence. Donc, tel qu'on l'a déjà exploré dans la première vidéo, euh, quand on annonce que vous avez votre soleil dans la Vierge, par exemple, eh bien, vous pouvez en fait la voir selon le degré où se trouve votre soleil. Vous pouvez tout à fait la voir dans le signe précédent. Et donc, forcément, ça Oui, change tout à tout. fait. Ça change tout. Oui, Et, pour et, et, certaines personnes, ça change tout, oui. et par contre, les aspects entre les planètes, elles ne changent pas. Donc, Non. ça occasionne donc une révolution dans ta vie. Et donc, je te redonne la parole. Donc, on va expliquer un peu mieux hein, tout ça. On va rentrer plus profondément. Euh, donc, je t'invite à reprendre ton cheminement. Oui, non, mais c'est au niveau de la découverte, voilà, ça s'est fait comme ça. Disons que très rapidement, après cette découverte, j'ai contacté du coup mon deuxième professeur, qui est Monsieur Rumen Kolev, qui est bulgare d'origine comme moi et qui enseigne cette astrologie d'une vraiment toute d'une manière toute différente, Mm. avec le zodiaque sidéral, mais non seulement, ce n'est pas juste le décalage de 25 degrés qui change. Il y a plein de choses qui changent, mais je vais le développer ça un peu plus tard. Donc, j'ai commencé à prendre des cours avec Roumen, puis avec un de ses élèves qui est Monsieur Philippe Filipov, puis avec Madame Elena Pencheva. En fait, il y a plusieurs professeurs qui enseignent différentes facettes, disons, de cette astrologie-là. Et donc, ces professeurs-là, Et ce puis, sont des professeurs bulgares. oui, oui, ils sont bulgares, ce qui est génial. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre l'intérêt d'être bulgare dans cette affaire. Et puis, j'ai pris des cours aussi avec Madame Ekaterina Dimitrova, qui est une professeure en astrologie indienne. Donc, en gros, ça fait 7 ans depuis le début de ces études en sidéral que je me forme et j'ai l'impression que devant moi s'est ouvert un véritable océan. Mm.
Un océan de sagesse, de concepts différents, comment dire, d'une manière d'aborder l'astrologie différente, avec une philosophie sous-jacente qui est différente. Mm. Donc notre approche de l'interprétation est différente. Mm. Et un vrai déconditionnement a commencé. Par rapport à ce que j'avais déjà appris. C'est très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'astrologues contemporains, modernes, qui ont du mal avec ça et qui se sont fortement identifiés avec ce qu'ils font. Et pour eux, c'est difficile de changer. Je les comprends. Je l'ai vécu. Je compatis de tout cœur. Mais il faut avoir le courage d'ouvrir cette porte et d'apprendre, d'oser apprendre autre chose, puisque ce qui s'ouvre derrière est vraiment incroyablement riche. Mon professeur Oumen Kolev disait que la comparaison entre l'astrologie moderne tropicale et l'astrologie sidérale qui prend en compte toute la tradition Mm. millénaire de l'astrologie, c'est comme de comparer une photocopie en noir et blanc avec un hologramme en 3D, vous voyez? Oui, oui, oui. Donc, Mais c'est ouais, mais vraiment- c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai découvert cette astrologie sidérale, qui est donc fondée sur le zodiaque sidéral et qui prend en compte les étoiles dans le ciel, contrairement à l'astrologie tropicale, qui elle est basée sur les saisons. Donc ça n'a strictement plus rien à voir et ne prend pas en compte les étoiles, ou si elle les prend en compte, bah forcément elles sont décalées de leur véritable position dans le ciel. Mais quand j'ai découvert cela, j'ai eu vraiment l'impression de sortir d'un énorme mensonge. Et pour moi, ça fait vraiment partie de cette dynamique actuelle où en fait la connaissance, mais la vraie connaissance profonde est enfin dévoilée et que ça demande, tel que tu le dis très bien, un énorme effort de remise en question, de déconditionnement pour entrer dans le vrai sens finalement de cet art poétique de la vie, parce que moi j'appelle vraiment ça un art poétique, puisque ça passe aussi par la mythologie, par le symbolique, par les archétypes, enfin etc. Donc c'est d'une profondeur infinie et, et on sort effectivement de l'approche enfin, qui n'a rien à voir, qui est, je dirais, plutôt, pour moi, l'astrologie tropicale, c'est comme si c'était une approche un peu plus aplatie, un peu plus fermée sur la personnalité, sur l'ego, alors que l'astrologie sidérale nous emmène vraiment dans les profondeurs de l'âme et de l'histoire de la vie humaine, en fait. Hein. Alors, j'aimerais bien, oui, tout cela absolument, absolument vrai. On peut en effet ressentir une colère, une très forte colère même en découvrant qu'il existe autre chose, que cette chose-là nous a été probablement délibérément cachée. C'est de là que provient la colère. Et je remercie de manière indirecte aussi Patrice Bourriche de l'excellent travail qu'il a fait à ce sujet, puisqu'il a eu le courage d'en parler. Il a eu le courage de dire que probablement cette connaissance nous a été cachée pour certaines raisons. Donc tout cela, oui, peut provoquer une indignation, etc. Pour, en même temps, je tiens à dire dès à présent qu'en fait, le zodiaque tropical n'est pas tout à fait faux. Il n'est pas faux. Il est tout simplement mal utilisé, puisque le zodiaque tropical n'est pas juste le fruit d'une erreur qui s'est produite avec Ptolémée, quand Ptolémée a fait l'amalgame entre les mois de l'année saisonnière et les constellations du zodiaque. C'est arrivé au deuxième siècle de notre ère. Moi aussi, je pensais au début que oui, le zodiaque tropical a été le fruit de cette erreur-là. Or, ce n'est pas vrai.
ce n'est pas vrai. Le zodiaque tropical existait même du temps de Babylone. Et il avait seulement une autre allure. Il ne commençait pas au 0 degré du bélier, comme on dit aujourd'hui. Pour les Babyloniens, l'équinoxe du printemps se produisait dans le 15e degré du bélier, donc pile au milieu du bélier, du signe du bélier. Et nous avons des artefacts qui sont en lien avec ce zodiaque-là. Donc, il existait. Il existait bien avant l'époque des Sassanides, les Arabes qui ont par la suite amplifié l'erreur de Ptolémée. Euh, Ce zodiaque-là existait bel et bien avant, encore à Babylone. Et il était tout Donc, simplement... juste Babylone, tu peux le resituer dans le temps, ça correspond à quel En siècle? fait, quand je dis Babylone, il faut savoir que l'astrologie, le berceau de l'astrologie se trouve en Mésopotamie et que ses origines sont vraiment beaucoup plus anciennes que ce qu'on nous expose aujourd'hui du côté des scientifiques, les études qui ont été faites euh, par des historiens, en fait, pas des astrologues, mais des historiens qui nous parlent de l'ancienneté du zodiaque. Or, des recherches plus récentes nous montrent une datation vraiment beaucoup plus ancienne qui remonte à 5500 ans avant le Christ. Hmm. Cela veut dire 7500 ans à partir de maintenant, en arrière dans le temps. Et donc, l'histoire de l'astrologie, hum, est beaucoup plus ancienne ce qu'on pense. Même cette datation que j'annonce là, elle est en lien avec les artefacts et les preuves que nous avons. Mais Hmm. ce n'est pas une datation vraiment du début de l'astrologie. L'astrologie, elle, euh, elle est peut-être encore plus ancienne. Il y a des écoles ésotérique qui parle d'une histoire de l'astrologie, même de l'Hyperborée, de la Lémurie, de l'Atlantide jusqu'à nous. Nous, on parle que de notre époque moderne, un petit Oui, peu avant le déluge, ouais. oui, Parce qu'au départ, c'est une transmission orale. oui, tout à fait. C'était une transmission orale, mais les positions des étoiles étaient notées dans des astrolabes. Hmm. Et en fait, c'est grâce à l'étude de ces cartes du ciel, qui sont appelées astrolabes, qui étaient gravées sur des tablettes d'argile. Nous avons certaines cartes qui ont été datées. Et justement, cette datation du ciel qui est décrite sur les tablettes en question, euh, cette datation est de 5500 ans avant le Christ. Donc ça, disons que pour cette datation-là, nous avons des preuves, oui. Il y a des preuves, on peut en parler une autre fois, si tu veux, puisque on peut pas juste comme ça les Oui, oui, résumer en quelques phrases. Mais ce sont des preuves scientifiques, véritablement scientifiques, obtenues avec des méthodes scientifiques. Mais si une telle description de la carte d'une situation dans le ciel qui a été décrite sur les tablettes d'argile était possible autant d'années en arrière dans le temps, cela veut dire que les connaissances qui permettaient de le faire existaient bel et bien déjà. Donc probablement elle est encore plus ancienne. hmm. Donc, en Mésopotamie, il y a eu ce développement de l'astrologie depuis ces temps très reculés. Et puis, nous avons eu la civilisation des Sumériens qui pratiquaient l'astrologie. On a des textes astrologiques qui sont dans la langue sumérienne. Et puis, à Babylone, je crois que euh, les, hum,
il faut pas que je vous dise des bêtises, mais pour la formation du zodiaque, etc., nous avons des preuves déjà dans les 2000 ans avant le Christ. 2000 ans avant le Christ, je crois que nous avons des artefacts pour le zodiaque. Et puis, nous avons le premier horoscope. En fait, le premier artefact, vraiment, l'horoscope disponible, il est bien plus récent. Il est du 5e siècle, je crois, avant le Christ. Donc, dans toutes ces années, à quel moment exactement nous avons les artefacts pour le zodiaque tropical? Je peux pas vous le dire comme ça de mémoire. Il faut que je vérifie. Mais ceci est trouvable dans de nombreuses tablettes d'argile. Et comme ces tablettes d'argile sont des pièces uniques, elles sont éparpillées, c'est assez compliqué de les avoir, de les systématiser. Je peux pas vous dire exactement dans laquelle c'est dit, mais avec un peu de recherche, on peut même faire une petite vidéo comme ça, puisqu'elles sont disponibles. On peut les avoir. Voilà. C'est passionnant tout ça. Euh, est-ce qu'on peut essayer d'exprimer à ta façon pour que nos auditeurs, ceux qui sont un peu plus novices en astrologie, puissent mieux comprendre que le système des constellations et le système des signes sont deux choses différentes. C'est-à-dire que, en clair, on a trois grands systèmes zodiacales, ce qu'on appelle le zodiaque astronomique, le zodiaque sidéral et le zodiaque tropical. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ces trois Oui. zodiaques sont en fait des systèmes symboliques qui ont été définis par l'homme. Mais si le premier, à l'époque, était indissociable de l'astrologie, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un moment donné où l'être humain, afin d'harmoniser et d'avoir une approche plus symbolique et archétypale, a divisé ce zodiaque en 12 signes. Euh, Alors, pour la création du zodiaque et de l'astrologie en elle-même, d'après les sources mésopotamiennes, l'astrologie n'est pas créée par l'homme. L'astrologie est sacrée et elle a été enseignée, elle a été révélée à l'humain. Elle n'a pas été uniquement le fruit de l'observation. hmm, L'observation a donné beaucoup au fil du temps, mais le hmm. début est divin. Et la preuve de ce que je dis se trouve à nouveau dans une tablette d'argile qui nous raconte l'histoire d'un roi, le roi de Sipar, qui s'appelait Enmeduranki et qui était soi-disant le 7e roi avant le déluge. C'est ce que le grand déluge, c'est ce que nous raconte cette tablette en fait d'argile. Donc, ce roi de Sipar qui était à la fois prêtre, puisque les rois à l'époque étaient aussi des prêtres, il était prêtre du temple de Mercure, je crois, de Naboo ou du Soleil. À nouveau, je vais peut-être me tromper. Mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est qu'un beau jour, Enmeduranki a été soulevé dans les airs avec son trône par le dieu du soleil, Shamash, et le dieu du vent et de la tempête, c'est-à-dire de l'air, Hadad. Ces deux divinités premières de la mythologie mésopotamienne ont soulevé Enmeduranki dans les airs, l'ont amené vers l'Assemblée des dieux. Nous, je ne saurais pas vous dire où ça se trouve, dans quel monde subtil. Et là, lui ont enseigné l'art de l'astrologie, enfin l'art de la divination, est dit dans le texte, divination, par les étoiles, par les taches d'huile sur l'eau, qui flottent sur l'eau, par les baguettes, comme les Hmm. sourciers, et par le foie de l'animal sacrificiel. Je Donc, tiens juste à repréciser que divination, ça veut dire inspiré par le divin. voilà, Donc, c'est ce que nous dit littéralement ce texte, en fait. mm, Voilà. Donc, c'est considéré comme le début de l'astrologie en Mésopotamie, cette révélation. Donc après,
oui, l'humain a observé le ciel, a développé la science, etc., etc., et a trouvé bien d'autres détails sur la question. Euh, voilà. Et donc, la toute première astrologie, elle était en lien, elle était inspirée par les dieux, mais elle était aussi en lien avec l'observation. Tout Mm. simplement, l'observation des étoiles. Donc, le premier zodiaque qui a été créé, il était sidéral puisqu'il était en lien avec ce qu'on voyait sur le ciel. On n'avait pas l'ordinateur, on n'avait pas les éphémérides de la NASA, on était obligé de se lever 2 heures avant le lever de soleil pour observer ce qu'il y avait et de noter ce qui existait. Donc, on faisait comme ça des comptes rendus de chaque journée sur une tablette divisée en deux. D'un côté, on notait ce qui se passait dans le ciel, de l'autre côté, on notait ce qui arrivait sur Terre. Donc ça, c'est le premier travail astrologique. Le zodiaque a été créé par la suite avec bel et bien les constellations. Et puis, pour arriver à ta question au final, comment s'est passée cette transition vers le zodiaque tropical? Qu'est-ce qu'il représente? Quelles sont les différences? Alors, parallèlement à l'observation des étoiles, nous avons également une observation saisonnière du ciel. Elle est tout aussi valable. Nous allons observer tous les printemps, à l'équinoxe du printemps, d'où se lève le soleil. Quel est le point exact sur l'horizon d'où le soleil va se lever? On mesure la durée du jour et de la nuit. La durée est égale. Et ce jour-là sert de point de départ pour l'année tropicale. Le printemps, en fait. Le printemps commence à ce moment-là. Donc, si nous disons que ce jour-là où le soleil se lève à tel endroit, en même temps qu'il se lève, commence à cet endroit même le premier degré du bélier, du signe astrologique du bélier, nous allons commencer à décaler, à créer ce zodiaque qui a comme point de départ le printemps, juste le printemps. Et nous allons obtenir le zodiaque tropical. Tropical, pourquoi? Parce qu'il est en lien avec les saisons. Est-ce que c'est à peu près la question? Est-ce Alors, que... oui, mais en fait, l'idée, c'est de comprendre que finalement, ce système symbolique n'est plus en lien avec ce qui se passe véritablement dans le ciel, Oui, mais en lien avec un autre système qui est calé sur les saisons, sur oui, la lune et le soleil. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour le zodiaque tropical, c'est le principe. Le soleil, imaginons que le soleil se lève à l'horizon est, et nous allons dire dans le zodiaque tropical que là commence le zodiaque. C'est le début du zodiaque, 0 degré du bélier. Commence le zodiaque. Par contre, ce qui se trouve derrière le soleil, les constellations qui se trouvent derrière le soleil pourraient ne rien avoir avec le bélier à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, le printemps commence et d'après le zodiaque tropical, c'est le signe du bélier qui commence. Mais au niveau des étoiles qui se trouvent derrière le soleil, en arrière-fond, ça pourrait ne pas être le bélier. Du coup, en fait, c'est comme s'il y avait une superposition de trois systèmes, mais dans le système tropical, je trouve qu'il y a peut-être un abus de langage en utilisant le terme d'astrologie qui vient clairement définir dialogue avec les étoiles, sagesse des étoiles, voilà, alors qu'en fait, ce n'est pas calqué sur les étoiles. Et c'est là où Non, moi, je trouve, même si c'est quelque chose qui peut fonctionner tel que tu le dis, ça vient parler, exprimer de quelque chose. Hein. Il n'y a aucun système de, comment dire, symbolique ou de divination qui soit faux, parce qu'en fait, quand on relie tous les systèmes qui permettent mhm, à un moment donné de faire une lecture des plans subtils, on s'aperçoit que ça se rejoint toujours, ça se oui, rejoint. oui, Mais c'est le fait d'appeler ça astrologie
qui pour moi me gêne parce que je trouve Mhm. qu'effectivement, il y a un abus de langage qui prête à Oui, confusion et qui amène à penser que c'est un art divinatoire en lien avec les étoiles, alors que pas du tout, c'est en lien avec les saisons. oui, oui. Absolument, c'est absolument vrai de notre temps. Après, si on remonte dans l'astrologie hellénistique, par exemple, l'astrologie antique, on appelait astres même les planètes errantes. On appelait ça les astres errants et les astres fixes, les étoiles errantes et les étoiles fixes. En fait, dans le langage, le mot étoile était utilisé aussi pour les planètes C'est très dans intéressant là ce l'histoire. que tu dis. Parce qu'effectivement, en astrologie, on utilise, alors en astrologie sidérale, on utilise les étoiles fixes et les étoiles errantes, qui sont en fait les planètes, c'est-à-dire que Mercure, Mars, Saturne, Jupiter, etc., ce sont des planètes dites errantes parce qu'en fait, elles se déplacent. Des Ce qu'il faut étoiles errantes. préciser, On les appelait des étoiles errantes, des astres ouais, errants. oui, Donc en fait, astrologie pouvait concerner aussi les planètes, etc. voilà. Puis ce qu'il Les faut étoiles savoir fixes. aussi, c'est que les étoiles fixes, en fait, elles donnent l'impression de ne pas se déplacer parce que comme elles se déplacent de façon extrêmement subtile dans le temps, on ne voit pas comme ça à l'œil nu leur déplacement. Elles peuvent donner Mhm. l'impression qu'elles sont toujours au même endroit parce qu'on ne peut pas voir leur déplacement sur le temps d'une vie, en fait. Donc, il faut Tout vraiment à le fait. regarder et c'est ce qui explique le système sidéral et qui explique ce décalage, en fait, entre les deux zodiaques. Oui, oui, elles sont considérées comme fixes de manière conditionnelle. Voilà, sous condition qu'il s'agit bien de notre vie humaine par rapport à laquelle elles sont fixes, oui. Puisque en réalité, elles se déplacent évidemment. Mais elles sont suffisamment fixes en fait pour qu'on puisse s'en servir pour, créer un zodiaque, pour travailler avec le zodiaque et pour comprendre en fait ce que l'univers nous dit, puisqu'il nous parle et il nous enseigne de cette façon-là. Donc pour les usages pardon, pédagogiques de l'univers, c'est suffisant. C'est suffisant. Et puis, Voilà. ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement de comprendre que l'astrologie fait partie comment dire, des sagesses ancestrales Mm. et qui nous apprend à tricoter la vie finalement entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, enfin qui nous permet d'élaborer la complexité humaine, la complexité de l'univers dans lequel on vit. Et ça, je Mm. trouve ça passionnant. Je relevais ce que Patrice Bourriche dit dans son livre, et où il explique que finalement, l'astrologie serait à l'origine de la mythologie et de la religion, en fait. Absolument, absolument. Voilà. Et en fait, c'est assez incroyable d'avoir enfermé cet art poétique de la vie, finalement, cet art ancestral de sagesse, dans quelque chose de très ésotérique. Alors ça s'explique aussi à travers l'histoire, hein, comment à un moment donné l'astrologie, elle a été vraiment un bouc émissaire, parce qu'effectivement, c'est vraiment un outil qui nous permet une forme de reliance, en fait, à une connaissance, à une sagesse, qui, comme tu le disais tout à l'heure, nous a été cachée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas accès parce que la connaissance était quand même destinée à être possédée que par certaines personnes de pouvoir et que Mm. le petit peuple n'y avait pas accès. Enfin, tout ça, quand on commence vraiment à rentrer dans toute cette histoire-là, on comprend vraiment le monde dans lequel on est, dans ses aspects les plus, je dirais, difficiles, et aussi toute la beauté qui se cache à travers ce qui est en train d'émerger actuellement, cette connaissance, tous ces secrets qui se révèlent aussi dans leur côté les plus obscurs aussi finalement. Mais ça explique pourquoi il y a si peu de gens aussi qui s'intéressent au sidéral, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se révèle une nouvelle fois. Hein. Moi, en parlant des secrets, j'ai quelque chose à montrer. J'ai un livre à vous montrer, très intéressant. Je vais juste l'attraper. Ouais. Alors, c'est un livre de Roumen Kolev, de mon professeur. Mhm. Roumen avait créé
une revue en fait, un magazine astrologique. Il explique dans ce livre quelque chose de très intéressant au niveau de ses découvertes sur les origines de la religion et que le fait que la religion, que l'astrologie, l'astrosophie presque était la première religion de l'humanité. Puisqu'en fait, toutes ces connaissances que nous avons au niveau de la Mésopotamie, des origines de l'astrologie, etc., nous les avons depuis très peu de temps, tout simplement puisque les tablettes d'argile n'étaient pas encore trouvées avant le 19e siècle. Les premières tablettes d'argile ont été trouvées vers le milieu du 19e siècle. On a découvert l'écriture cunéiforme, le temps de la déchiffrer, le temps de comprendre qu'en cuniforme c'était écrit plusieurs langues utilisées, en fait, l'écriture cunéiforme, de déchiffrer ces langues, de faire des traductions, etc., d'avoir les textes, l'épopée de Gilgamesh, etc., etc., Enuma Enlil et tout ça, tous ces recueils-là de la Mésopotamie. En réalité, ça a pris du temps, donc ce n'est qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, que les scientifiques ont eu accès à des informations qui a révélé, montré de manière très claire que l'astrologie était la première religion de l'humanité et même que la Bible, certains récits de la Bible étaient racontés bien avant la Bible. C'est-à-dire que Mm. le déluge, etc., par exemple, est déjà raconté dans les textes de la Mésopotamie. Donc cela a créé un véritable problème au début du XXe siècle, puisque il y avait l'Église, il y avait bien sûr beaucoup de scientifiques, historiens qui ne voulaient pas prendre en compte les nouvelles informations qui arrivaient. Et du coup, il y a eu un courant scientifique et historique qui était celui des pan-babyloniens. Les Pan-Babyloniens, un- c'est un groupe de scientifiques allemands qui ont vraiment développé cette idée de l'origine commune entre l'astrologie et la religion. Sauf que ces Pan-Babyloniens, ils ont eu un adversaire de taille qui était l'Église catholique et notamment l'ordre des Jésuites. Donc, toute la petite histoire avec les Jésuites est décrite ici, dans ce livre, avec un certain Monsieur Kugler, qui a fait beaucoup de mal à la science. Une véritable guerre scientifique a eu lieu au début du XXe siècle. Il est là, Monsieur Kugler. Mhm. Voilà, de l'ordre des Jésuites. Et donc, une véritable machine de guerre a été montée pour démonter tout ce que les Pan-Babyloniens disaient au niveau et de l'histoire, et de la religion, et de l'astrologie. Mm. Et là-dedans, ces gens-là ont été subventionnés à des millions de dollars par la fondation Rothschild plus Ah ouais, tard. intéressant. Tout cela absolument avéré, puisqu'après, il y a eu d'autres scientifiques, Otto Neugebauer, David Pingree, etc., etc. Les personnalités phares, en fait, celles qui étaient chargées de combattre ces idées-là, qui appartenaient à l'ordre des jésuites de l'Église catholique, étaient subventionnées énormément par cet argent-là, de la Fondation Rothschild. Donc, je vous laisse faire vos conclusions. Moi, je dis que les faits, vous pouvez imaginer la conclusion. Euh, Donc, en effet, non seulement cette idée a été étouffée, mais un argent colossal a été utilisé pour l'étouffer aussi. Ça a été vraiment une véritable guerre. Et le livre, il retrace aussi tous les échanges d'arguments qui ont eu lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque, les Pan-Babyloniens, ils avançaient des faits historiques ou des enchaînements logiques qui faisaient d'après les découvertes de l'époque en archéologique, etc. Mais ils n'avaient pas
la possibilité mathématique, si tu veux, de démontrer que, par exemple, l'astrologie était très ancienne, etc. Il manquait des preuves. Donc, ils ont été vraiment... leurs adversaires ont gagné à cette époque-là. Et Mhm. ce que Romain a fait, un peu, Romain Kolev a fait plus tard, c'est il a trouvé des arguments, cette fois-ci, mathématiques pour le prouver. Donc, euh, il a, euh, il a pris une de ces tablettes d'argile sur lesquelles il y a des étoiles qui sont marquées. Il a calculé à quelle époque dans le temps cette position des étoiles était vraiment possible dans le ciel. Il a créé un logiciel pour cela, etc., etc. Et donc, il a démontré premièrement l'ancienneté de l'astrologie, mais par ce biais, en fait, cela a soulevé plein d'autres questions qui ont réhabilité cette thèse des pannes babyloniens. Et moi, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir les lire puisqu'ils n'ont jamais été traduits. Leurs Ah, textes n'existent qu'en allemand et ah, comme par hasard, nous n'avons jamais, enfin, et même en France, comme de nos jours, beaucoup de gens n'ont pas accès aux livres et à la connaissance tout simplement puisque rien n'est traduit. oui. Ces textes, ils sont pareils avec ces chercheurs allemands. Ça Hmm. n'existe qu'en allemand. Je crois que maintenant, avec les traductions automatiques à l'intellect artificiel, cela deviendra vraiment beaucoup plus accessible. Oui. On pourra Et peut-être le lire sans apprendre l'allemand. ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi, j'entends souvent dire que en astrologie, il y a énormément d'écrits en anglais, très peu en Oui, français. Et donc, du coup, ben, le public français, il est un petit peu, enfin, surtout s'il parle pas anglais, ce qui est mon cas, eh ben, il reste très limité, en fait, hein, dans cette connaissance. Bon, tel que tu le dis, cette difficulté en lien avec la traduction, c'est quelque chose qui est en train d'être résolu par l'intelligence artificielle. plus ou moins parce que par exemple pour un texte qui est un peu historique, là puisqu'on parlait des pans babyloniens ou pans babylonistes, je ne sais pas comment le dire en français, Oui. mais disons que là le langage pourrait être facilement traduit par un traducteur automatique. Par contre, les textes qui sont écrits en ancien grec, en latin, en parclavie, ou dans les langues acadiennes, etc. Ça, il est sûr que ça, c'est l'intellect artificiel, il n'y arrive pas. Oui, Ça, oui, c'est. d'autant plus que dans les anciens textes, et ça c'est vrai aussi pour la mythologie et tous les textes sacrés, on ne peut pas se limiter à la traduction littéraire parce qu'en fait ce sont des langages codés, ce sont des langages initiatiques, ce sont des langages symboliques en fait, hein. Et Oui, donc il y a vraiment tout ce travail de décryptage oui, dans la métaphore, donc en fait il y a plusieurs lectures possibles d'un texte, mais en absolument. fait, l'idée, c'est d'aller dans la profondeur du texte. Et ça, l'intelligence artificielle, à l'heure Tout à d'aujourd'hui, je pense fait. pas qu'elle en soit capable. Et ça, c'est très important ce que tu dis parce que la plupart des textes astrologiques que nous avons de l'Antiquité, bizarrement, ne sont pas traduits par des astrologues. Ce sont des textes qui sont traduits par des historiens puisque dans les textes astrologiques, il y a beaucoup de détails sur la vie d'une époque à une époque donnée. Donc en fait, les historiens se sont intéressés à ces textes pour leurs propres besoins. Sauf qu'ils Ouais, ne comprenaient pas tout, ouais, puisque il faut avoir la pensée astrologique pour comprendre. Et quand vous avez, par exemple, un mot qui a, en ancien grec, par exemple, qui a plusieurs significations possibles, ils feront choisir une. Il faut choisir tellement puisque il y a toute une compréhension derrière qui va pencher vers ce choix et qui va expliquer la logique astrologique et non pas juste littéraire. ouais. Et le grand problème, c'est que les scientifiques d'un côté, les historiens d'un côté et les astrologues de l'autre côté ne communiquent pas, Communique pas, comme c'est le échangent cas pas.
Ben, comme c'est le cas dans plein de domaines en fait. Hein. C'est hyper oui, important en fait d'avoir une approche transversale et de pouvoir créer du lien entre les différentes disciplines parce que l'être humain, tout comme l'univers, ce n'est pas des tranches, ce n'est pas des petits morceaux, mais c'est un ensemble, c'est une constellation oui, de choses en fait qui sont en interaction les unes avec les autres. Et moi, je dis toujours, hein, nous sommes riches ensemble parce que chacun, avec à partir de sa propre porte, de sa propre façon de voir la vie, offre une vérité. oui. Hein. Sous condition de chercher strictement la vérité quand même. Voilà, on Ouais. cherche la Oui, bien sûr, vérité. ah oui. Oui, Et là, il s'agit de science, véritablement de science. Et même l'astrologie, elle a beaucoup été discréditée. Elle n'est plus parmi les sciences officielles depuis plusieurs siècles, mais ça se comprend aussi puisque l'astrologie, en fait, elle est morte en Occident à peu près au 6e, 7e siècle. oui. Elle a été interdite en Europe, les textes n'existaient plus, etc. Rien n'était traduit de l'ancien grec. Et puis, quand les traductions sont arrivées pour une soi-disant Renaissance, plus tard, pendant la Renaissance, les textes qui étaient traduits étaient déjà dans le zodiaque tropical. Mm. Et en plus, c'était des textes qui étaient non seulement du tropical, mais c'était pas de très bonne qualité. Voilà. Beaucoup de concepts avaient disparu, par exemple. La visibilité, invisibilité des étoiles, voilà, beaucoup de choses. Les anges gardiens, plein de choses. Donc, en fait, quand l'astrologie est revenue en Europe et a été repratiquée même par des grosses pointures de la science, Kepler, Newton, etc., etc., même là, on n'observait apparemment plus le ciel. Même là, on ne comprenait pas qu'en fait, il y avait un décalage entre ce qui était considéré comme les positions des planètes par signe et la réalité du ciel. En fait, l'astrologie s'est discréditée elle-même par la suite, puisque ça ne correspondait plus. On disait aux astrologues, oui, mais vous dites que Vénus est par exemple dans les poissons, mais en réalité, elle est dans je sais pas, dans le Verseau, Un verso, oui. déjà à l'époque. Donc, l'astrologie s'est discréditée et aussi les prévisions étaient très mauvaises. On assistait vraiment à il y avait des dégâts qui étaient faits. Donc elle a été quelque part, si on l'a re-interdite après, avec Louis XIV et etc. par la suite, c'est que ben il y avait beaucoup de charlatanisme, c'était erroné, c'était erroné. Alors du coup, je me permets de faire référence aux échanges qu'on a eus en dehors de cette émission et où tu disais l'approche tropicale peut avoir son intérêt dans certaines situations, Oui. mais par contre, au niveau des prédictions, pour toi, c'est évident que c'est le sidéral qui doit être utilisé. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, alors, oui, le zodiaque tropical, je l'ai vu marcher à merveille, en fait. Je l'ai vu très, très bien fonctionner dans l'astrologie médicale, dans l'astrologie horaire. Et j'ai vu, alors, aux conférences européennes astrologiques auxquelles j'assiste depuis quelques années, je vais vous en parler tout à l'heure. Oui, justement, je voulais y revenir aussi. Oui, j'ai eu accès vraiment à beaucoup d'exposés qui étaient faits par des astrologues de différentes traditions, mais qui ont eu l'intelligence de travailler ensemble et qui représentaient autant la tradition anthropicale qu'en sidérale. Ils travaillent ensemble, ça existe. Ils ne se battent pas, ils ne se dénigrent pas les uns les autres, mais ils sont en train de chercher justement, dans quel cas l'un ou l'autre zodiaque est meilleur? Et moi, j'avoue que j'ai vu des choses très impressionnantes avec du tropical, des prévisions, surtout en astrologie horaire, élective, ça peut arriver.
euh, en astrologie médicale aussi. J'en ai vu aussi d'autres qui utilisaient le zodiaque sidéral pour les mêmes propos. Ça marchait aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ces gens se rencontrent, qui prennent le même cas de figure, le même horoscope, qui travaillent avec les deux systèmes selon les mêmes règles, disons, de base, pour voir lequel des deux systèmes donne des meilleurs résultats et les utiliser selon leurs forces, en fait. Ils ont leurs forces. Ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une idée selon laquelle chaque zodiaque va décrire une couche de l'être humain différente sur le plan matériel, astral, c'est-à-dire émotionnel, mental ou causal. Donc en fait, on va privilégier tel ou tel zodiaque pour travailler sur un strate de l'être humain de préférence. Par exemple, le zodiaque tropical serait plus en lien avec le monde astral et une partie du monde mental. Le zodiaque sidéral, il serait plus en lien avec le monde causal et la haute partie du monde mental, disons. Et le système de domification, en fait, concernerait vraiment notre plan ici matériel avec les expériences vécues dans chaque domaine de la vie. Donc, il forme une sorte de zodiaque aussi. Les Mm. maisons, en fait, forment un système aussi qui décrirait le plan physique du coup. Mm. Tu parles des domifications, ça c'est encore un autre domaine qui vient se rajouter à la complexification de l'astrologie, qui est vraiment un système complexe, hein, à l'image de l'être humain. Et, et en fait, il existe énormément de systèmes de domification, mais Oui. tous ne sont pas forcément compatibles avec l'astrologie sidérale. Et donc là, il s'agit aussi dans les approches qu'on a parce que moi j'ai vu des astrologues utiliser le sidéral avec le système Placidus qui n'est valable finalement que sous le ciel qui est au-dessus de notre tête, mais qui va pas être un système de domification universel en fait. Donc, qu'est-ce que Oui. tu en penses de ça? En fait, il y a des usages. Là, c'est pareil. On peut utiliser les deux. Ça dépend pourquoi. Euh, C'est-à-dire que le système des maisons égales qui correspondent à un signe entier, le système des signes entiers, en fait, il est pour le coup symbolique. Nous allons puiser avec cette domification les informations qui concernent les domaines de vie, etc., etc. Nous allons attribuer des significations aux maisons telles qu'on les connaît, ce qu'on connaît du sens des maisons. Par contre, si on utilise du placidus avec du sidéral, nous pouvons le faire pour déterminer la force des planètes, puisque un placidus va rester une division valable de l'espace-temps qui va montrer quand est-ce qu'une planète, par exemple, va approcher un angle. À quel moment une planète va arriver au milieu du ciel, par exemple. Donc, c'est très important. Le milieu du ciel, dans une carte sidérale, peut ne pas se trouver en maison 10, peut se trouver en maison 11 ou en maison 9. Cela ne change pas le sens des maisons, mais cela veut tout simplement dire que si une planète se trouve collée à ce milieu du ciel, elle devient énormément puissante puisqu'elle culmine. Et en fait, on va utiliser le système Placidus ou d'autres, un système de domification à cadran pour déterminer la force des planètes. Donc, en fait, il est possible de l'utiliser. Mais une fois de plus, il faut savoir pourquoi. Oui, oui, oui. Voilà. Super passionnant. Écoute, puisque là, j'ai un format d'émission hein, que je voudrais ne pas trop Oui. dépasser, donc je t'invitais à nous expliquer en quoi c'est très intéressant d'être bulgare. Eh bien, merci pour la question.
La Bulgarie a un lien très fort avec la connaissance ancestrale. En fait, quand on a parlé d'Enmeduran, qui est de cet être auquel a été révélée la connaissance astrologique, il faut dire que Enmeduran, qui en fait est un être qui représente Hermès. Nous disons ici, dans notre école astrologique bulgare, qu'il y a plusieurs Hermès. Hermès, c'est le père de l'astrologie, c'est l'être qui nous enseigne l'astrologie et qui s'est réincarné plusieurs fois dans plusieurs époques, etc., etc., dans différents pays pour contribuer à ces sauts dans la connaissance astrologique qui arrivent par à-coups, en fait. Nous avons le développement de l'astrologie se fait par des à-coups et à chaque fois, des fortes impulsions de développement se fait grâce à des êtres qui s'incarnent sur Terre. Donc, Hermès est là, cette entité, cet être qui est en lien avec l'astrologie et qui a eu plusieurs existences, cet esprit s'est investi dans plusieurs êtres durant les millénaires. Or, ce premier être que nous connaissons, qui est Enmeduranki, est probablement en lien avec la Bulgarie, tout comme toute cette histoire du déluge, de ce qui s'est passé avant le déluge, de la civilisation et des connaissances qui existaient avant le déluge. Et là-dessus, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites et en géologie et en comparaison mythologique et des littératures, etc., pour avancer certaines hypothèses. Moi, je peux pas les dire maintenant, c'est bien trop vaste, mais la Bulgarie, elle a un lien avec cette connaissance très ancienne, avec Enmeduranki, et puis aussi par le biais des traces, qui est c'est un peuple qui fait partie des Pélasgues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce sont des anciens peuples qui étaient porteurs de cette ancienne connaissance. Les Celtes, par exemple, sont aussi des Pélasques. Donc, certaines connaissances se sont divisées, sont parties aussi en France grâce aux Celtes. Et les Druides ont aussi des connaissances très anciennes. Mm. Tout cela est en lien aussi avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, etc. Donc il s'agit ici des connaissances qui étaient présentes dans la civilisation thrace, qui ont influencé après le peuple grec. Et donc une grande partie de la mythologie grecque a puisé ses sources dans la mythologie thrace. Donc Mm. en fait, avant les Grecs, vous voyez, il y a encore les traces. Ouais. Euh, donc c'est un courant de connaissances et de pensées qui vient vraiment de très loin pour arriver à la Grèce. Nous sommes d'ailleurs pays limitrophes. La Grèce et la Bulgarie, pays limitrophes. Je peux vous assurer que il y a des Grecs eux-mêmes qui acceptent ces idées-là. Ce n'est pas quelque chose de très qui va fâcher du monde que je dis. Donc, il y a cette connaissance qui était hermétique, donc la connaissance d'Hermès, dans laquelle est inclus la connaissance astrologique, qui était bien présente en Bulgarie. Et il y a en Bulgarie, à peu près partout, des temples qui étaient créés avec des pierres, un petit peu comme Stonehenge ou comme, vous voyez, Ah ouais. des grandes pierres comme ça, qui sont là pour observer les étoiles, pour observer les équinoxes, les solstices, etc. Ça remonte vraiment à très loin. Et pour ne pas m'étaler trop là-dessus, je vais faire un saut dans le temps et je vais dire que la deuxième
raison pour laquelle la Bulgarie est importante dans cette recherche astrologique se trouve dans le fait que nous avons eu pendant le XXe siècle l'enseignement de maître spirituel Peter Denov, qui est de son nom spirituel Beinsa Duno. C'est le maître spirituel de Omram Mikhaël Ivanov, qui a par la suite enseigné en France, qui a écrit en français, que les Français connaissent mieux. Mm. Et donc, c'est Peter Denov qui a réintroduit l'astrologie en Bulgarie, une Mm. renaissance de l'astrologie. Mais dans cette astrologie, il y avait quelques clés qui suggéraient que l'astrologie devrait être sphérique et non pas plate. De là, ces idées se sont développées et ici, en Bulgarie, a vu le jour le premier horoscope sphérique. Donc, nous travaillons en 3D ici. Super. Nous travaillons en 3D. Et puis, Philippe Philippov, qui est un de mes profs, a commencé il y a quelques années, 5 6 ans, l'organisation des conférences européennes astrologiques en ligne, qui justement regroupe plusieurs traditions pour qu'on travaille ensemble. Et ce travail-là a abouti à la création de l'Université européenne astrologique. Elle a été créée cette année. Dans cette université, échange des professeurs de 6 pays différents. L'astrologie, toutes les traditions sont comprises, autant avec celles qui utilisent le zodiaque tropical, celles qui utilisent le zodiaque sidéral. Nous avons des professeurs de l'Iran qui sont spécialisés en astrologie perse, tropicale du coup. Nous Mm. en avons ceux de la Grèce qui sont spécialistes dans l'Égypte, etc. Et l'Europe, bien sûr, avec l'Allemagne. Pour l'astrologie, avec la cartographie et la localisation. C'est beaucoup, beaucoup d'informations, je crois, pour les gens qui nous regardent. C'est juste pour résumer, la Bulgarie est un vivier astrologique. Beaucoup de traductions sont faites. Romain Kolev, il traduit du cunéiforme, il traduit du pahlavi, il traduit de latin, il traduit de l'ancien grec. Donc nous Mm. avons des textes d'Hermès, par exemple, en bulgare, qui sont pas traduits dans d'autres langues. Et c'est Mm. un véritable vivier. Voilà. Oui, oui. Merci, 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 Jana, vraiment pour toutes ces informations, pour toutes ces connaissances, dans laquelle nous reviendrons très certainement dans de prochaines émissions, parce que c'est un puissant fond, Oui. euh, et notamment donc, pour parler de cette université. Et puis j'ai envie de dire que de toute façon, là, on va créer un partenariat toutes les deux, donc on va régulièrement faire des vidéos ensemble. On vous en dira plus au début de l'année prochaine. Là, pour l'instant, on arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai envie que tu parles, que tu dises quelques mots sur la formation que tu vas démarrer justement au début de l'année Oui, prochaine. Donc, je te oui. laisse la parole. Merci. Je commence, oui, une formation sur 5 mois qui va démarrer le 2 février. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est une formation qui va être consacrée uniquement aux bases astrologiques. On ne va pas aborder les prévisions puisque ça va être trop pour 5 mois. Alors, Mais je précise quand même qu'il s'agit d'astrologie sidérale. donc sidéral, mais attention, tout ce qu'on va dire sera applicable également en tropical. Et les collègues qui travaillent en tropical sont vraiment bienvenus. Je les invite avec beaucoup de bienveillance. Je pense que même les personnes qui ont déjà des connaissances astrologiques vont beaucoup apprendre, puisque cette astrologie-là
sidérale et antique, ancienne que j'enseigne, elle comporte plein de concepts qui n'existent plus de nos jours. Donc, nous allons observer aussi le ciel, nous allons apprendre à observer le ciel, à tirer des informations pour l'interprétation. Nous allons parler des planètes visibles, invisibles, des cycles héliaques, des anges gardiens qui peuvent être calculés, figurez-vous, dans l'horoscope. Euh, Plein de choses vraiment différentes de ce qui se pratique. Alors, donc, on va aussi aller à la rencontre des étoiles fixes. Bien sûr, par le biais de l'observation. Et puis, nous allons travailler avec toute la sphère céleste. Pas Mm. juste 12 constellations. Nous utilisons toutes les constellations avec des logiciels en 3D. Donc, Mm. voilà, vous pouvez me contacter directement par mail et malheureusement, je n'ai pas encore de site internet, mais voilà, ça peut se faire par un Et bon, de toute mail. façon, toutes les coordonnées de Jana seront dans le descriptif de cette vidéo. Moi, j'ai une question parce que ça m'intéresse beaucoup. Tu dis que là, tu vas donc transmettre les bases, ce qui implique que derrière cette première formation de 5 mois, il va y avoir une continuité d'autres formations. Oui, oui, c'est-à-dire que comme l'information est juste gigantesque, Oui. vraiment gigantesque, il faut commencer par avoir une idée de base et après chacun des thèmes fera l'objet peut-être juste d'une visioconférence de quelques heures. Par exemple, si nous voulons étudier le zodiaque sidéral, si nous voulons étudier les contenus de chaque signe, ou disons de chaque constellation, rien que sur un seul signe, nous pouvons passer 2, 3 heures. Donc, en fait, je ne peux pas enseigner tout ça en 5 mois. Ah oui. Je, voilà. Donc, les constellations peuvent être enseignées à part, les phases héliaques, les Mm. planètes, par exemple, quand elles se montrent en étoile du matin ou en étoile du soir, sont représentées par des divinités différentes, ont une interprétation différente. Donc, tout ça, c'est encore une direction qui peut nous amener, ça peut nous amener très loin. Donc voilà, il y a la base pour comprendre de quoi on parle et après, je vais approfondir chaque sujet. Voilà. Ok, super. Vraiment, merci Jana, c'était passionnant. Je suis impatiente et très curieuse de tout ce que tu vas nous dévoiler dans le cadre des prochaines vidéos qu'on fera ensemble aussi. Et voilà, bon, je laisse un petit peu de mystère, de la même façon que je laisse aussi du mystère sur le prochain invité, parce que là, il y a encore 3 vidéos qui sont déjà prévues. Oui, Mais bon, c'est la surprise. Voilà, ben écoute, Jana, merci encore du fond du cœur. Je te souhaite vraiment une très belle fin d'année. À vous aussi également, et je vous dis à très bientôt. merci énormément pour ton travail qui est si important, nécessaire. C'est génial. Merci, merci pour tout ce temps que tu donnes pour faire ce que tu fais. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.